Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup une nouvelle fois d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Bonjour Hendrik. Oui, bonjour tout le monde. En direct des Pays-Bas. Tout à Donc, fait. on vous propose ce matin un webinaire sur le Benelux avec un focus agroalimentaire. On ne va parler ce matin que du secteur agroalimentaire et vous montrer comment et pourquoi le Benelux est un marché tremplin pour votre croissance à l'international. Donc, notre intervenant de ce matin est Hendrik Overzee. Hendrik est l'un de nos prestataires agréés pour le Benelux. Depuis de très nombreuses années, là, certains d'entre vous le connaissent déjà. Je sais que certaines entreprises inscrites ce matin ont pu échanger avec lui par téléphone à l'occasion de l'Open, notamment en juillet dernier. Certains d'entre vous ont eu des rendez-vous avec Hendrik. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, ce webinaire est tout à fait l'occasion d'échanger avec Hendrik, de faire sa connaissance. Et puis, il vous sera tout à fait possible, après ce webinaire, d'organiser des rendez-vous en visio pour échanger plus amplement sur vos problématiques, vos spécificités et les questions que vous pouvez avoir sur cette zone Benelux. Pour démarrer, comme le veut la tradition, une courte présentation de BCI. Donc, ce n'est pas moi qui vais parler. Je vais lancer cette petite vidéo qui va vous expliquer et vous montrer vraiment en détail tous les services que peut vous apporter Bretagne Commerce International. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale.
D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Voilà pour la présentation de BCI. Ici, un petit rappel sur BCI Info, la plateforme de veille et d'information sectorielle que vous pouvez retrouver donc, sur notre site web www.bretagnecommerceinternational.com. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de rappeler un petit peu le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous pouvez nous entendre et nous voir. Vos micros sont désactivés. Cependant, le webinaire se veut interactif. On aimerait beaucoup, avec Hendrik, que vous preniez la parole. N'hésitez surtout pas à intervenir pour poser vos questions, rebondir sur certaines choses qui vont être dites durant ce webinaire. Vous pouvez le faire grâce au chat, au petit module questions-réponses qui est disponible donc grâce à Zoom, grâce à cette plateforme. Si vous préférez, plutôt que d'écrire, prendre la parole, il vous suffit tout simplement de lever la main et j'activerai votre micro pour que vous puissiez prendre la parole et échanger directement avec Hendrik. Vraiment, vraiment, faites-le. C'est votre moment, ce webinaire, donc n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. On n'attendra pas la fin du webinaire pour un temps classique de questions-réponses. Ça se veut interactif, donc réagissez et interagissez au fil de l'eau durant le webinaire. En ce qui concerne la prise de notes, pas de panique. Comme d'habitude, la présentation sera disponible sur la plateforme BCI Info. Je vous enverrai le lien par email grâce auquel vous pourrez retrouver l'intervention d'Hendrik. Et puis, ce webinaire est filmé, donc vous pourrez revoir en podcast, toujours sur BCI Info, l'intervention de ce matin. Je vais te laisser la parole, Hendrik. Donc, on va débuter par un panorama global déjà sur le Benelux, avec une introduction sur les 3 pays. Un petit point Covid, situation à l'instant T des 3 marchés. Quel est l'impact du Covid sur les relations commerciales, sur la logistique, sur les administrations, etc. On fera un petit point sur le réseau GMS et Horeca parce que vous avez été plusieurs évidemment à nous demander ce point. Également un point important qui montre les nouvelles tendances, c'est-à-dire un point sur le secteur bio et un petit point aussi sur le vegan, n'est-ce pas Hendrik, tu feras aussi un petit point là-dessus. Et puis ensuite, on prendra individuellement chacun des 3 pays avec les indicateurs majeurs donc des 3 pays. Hendrik fera un panorama agroalimentaire. Ensuite, il fera un focus sur les enseignes GMS, puis sur le réseau food service. Et puis enfin, il vous parlera pour chacun des 3 pays des opportunités dans le secteur agroalimentaire, donc ce qui nous intéresse ce matin. Je te donne la parole, Hendrik, à toi. Oui, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Hendrik Overzee. Je vais commencer tout de suite par le Benelux. C'est quoi le Benelux en fait? C'est à l'origine, ce sont 3 partenaires, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui se sont formés pour avoir une plus grande entité économique par rapport à leurs voisins qui étaient beaucoup plus grands. Voisins, c'est par exemple l'Allemagne et la France. Donc, on parle d'un marché de à peu près 29 millions d'habitants. Et les langues usuelles ou officielles du Benelux sont le néerlandais et le français. Dans ces 29 millions d'habitants, il y en a 24 millions qui parlent le néerlandais, c'est-à-dire bien sûr le néerlandais en Hollande. Les flamands, on en parlera tout à l'heure de plus en profondeur quand je parlais de la Belgique, les flamands en Belgique et les bruxellois néerlandophones. Et il y a 5 millions de personnes qui sont francophones, ce sont les Wallons, les Bruxellois francophones et les Luxembourgeois. Comme vous le savez, un des grands atouts, c'est la proximité géographique, c'est tout près de la France.
tous ces pays ont un fameux ou un grand pouvoir d'achat. Le packaging est à peu près identique que la France et donc on espère avoir un return sur investissement assez rapidement. Je peux peut-être utiliser ce temps-là pour parler également de la situation du Covid par pays qui ont une approche tout à fait différente. Je m'explique. Les Pays-Bas ont plutôt une stratégie de non-confinement, ou en tout cas aujourd'hui d'un confinement partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les restaurants, les cafés, les bars sont fermés, mais à partir de ce matin, parce que tout change très rapidement, de nouveau, les musées, les cinémas, les théâtres sont ouverts. Toutefois, ils doivent respecter les distances de sécurité qui sont en Hollande 1,50 m. On favorise également aux Pays-Bas le télétravail, donc il est conseillé de travailler à la maison. Le port du masque n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé. Pourquoi n'est-il pas obligatoire en Hollande et par contre il est obligatoire en France, en Belgique et au Luxembourg? Tout simplement parce que la législation hollandaise ne permet pas d'obliger de porter de masque à ce jour. Donc il y aura une nouvelle loi qui va passer vraisemblablement à la fin de ce mois-ci et qui permettra temporairement d'obliger les Hollandais à porter des masques dans des endroits où on ne peut pas garantir les distances de sécurité de 1,50 m. On peut voyager, c'est-à-dire tous les ressortissants de la communauté européenne peuvent voyager aux Pays-Bas à ce jour. Mais peut-être que dans l'avenir, ça changera. Donc ça, je ne peux pas aller plus loin en détail. Au niveau des transports logistiques, il n'y a pas de problème. Tout se passe très bien. D'accord. Également, pour l'instant, les magasins sont également ouverts, donc les supermarchés sont ouverts, mais également les magasins non essentiels, le textile ou tout autre magasin reste ouvert à ce jour. En Belgique, par contre, là, c'est plus sévère. C'est vraiment un confinement, avec également un couvre-feu, donc un couvre-feu qui est différent. Entre le nord, en Flandre, c'est entre minuit et 5 h du matin, et en Wallonie et Bruxelles, le couvre-feu, c'est entre 10 h et 6 h du matin. Là, on favorise fortement le télétravail. Les supermarchés et les magasins de première nécessité sont ouverts, les autres doivent rester fermés. Tous les secteurs HoReCa, donc les bars, les restaurants, sont également fermés. Et le port du masque est obligatoire. On peut voyager en Belgique, tous les ressortissants de la communauté européenne, mais ne peuvent pas rester plus de 24 heures. Non, 48 heures, excusez-moi, 48 heures. Au Luxembourg, c'est également un couvre-feu entre 11 h du soir et 6 h du matin. Les commerces, les restaurants, les bars sont ouverts à ce jour, mais j'ai entendu dire que ça va changer, mais à ce jour, ils sont ouverts. Le port du masque est obligatoire et les ressortissants de la communauté européenne peuvent voyager au Luxembourg. Voilà un court résumé de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, merci Hendrik. J'ai pris des petites notes de tout ça. Je rajouterai ces infos dans la présentation pour que vous ayez tout de disponible une fois que ce sera en ligne sur BCI Info. Je passe au slide suivant avec les tendances donc, dans les réseaux GMS et HoReCa. Tout à fait. Donc, ce sont des tendances générales au sein du Benelux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le premier point, avec la venue du Covid-19 qui nous frappe, c'est vrai qu'on parle de supermarchés qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils proposent également un restaurant. On trouve ça chez Carrefour en Belgique, on retrouve ça chez Albert Heijn aux Pays-Bas, chez Jumbo aux Pays-Bas également. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vu que dans beaucoup de pays, le secteur HoReCa est fermé. Donc ça, c'est une tendance qui continuera après qu'on aura combattu ensemble cette pandémie. Vous connaissez ça également sûrement en France, les supermarchés font les courses et les livrent chez vous, c'est quelque chose qui se développe fortement. Le repas box, on connaît ça de Albert Heijn en Hollande, entre autres, donc c'est un box
où on propose des produits frais. Et à la maison, on fait soi-même ses cuisines. Donc, la cuisine, pardon, il y a des recettes à l'intérieur, donc c'est facile à faire, c'est rapide. Les consommateurs recherchent également de plus en plus une expérience, une perception quand ils achètent un produit. Ils veulent en savoir plus, d'où ça vient, comment c'est fait. C'est toucher des choses qui sont importantes. Le consommateur est plus concerné dans ce qu'il achète. Il veut également connaître la transparence, c'est-à-dire savoir d'où ça vient, son produit, comment il a été fait, etc. Les réseaux sociaux. Je reviens, Hendrik, excuse-moi, oui. Je te coupe sur la tendance consommateur, là, quand tu dis qu'il recherche plus d'expérience et puis donc, il y a vraiment une opportunité pour toutes les entreprises qui vont développer leur gamme qualité, vegan, sans additifs, bio, etc. Enfin, tous les produits healthy sont vraiment en augmentation de demande. J'en reviens après. C'est bien que tu le dises, mais j'en reviens. Tout à fait, c'est ça. On en parle dans les points plus loin. Justement, on va parler tout à l'heure du bio, mais c'est vrai que les produits véganes, hein, la nutrition végétale, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Mais ce n'est pas encore développé à la même vitesse dans chaque pays. Ça se développe plus fortement en Hollande qu'en Belgique, mais avec les réserves, parce que la Belgique, le sud de la Belgique, donc la Wallonie, se développe également plus vite que le nord de la Belgique, c'est-à-dire la Flandre. On en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des différences. Le produit, donc, vegan, c'est un mode de vie, c'est vraiment quelque chose qui se développe et que les grands groupes comme Unilever, dans leur stratégie dans les années futures, vont mettre beaucoup de moyens dans la recherche et dans ce développement de ce créneau-là. Donc, c'est quelque chose à suivre certainement. J'ai mis ici également, j'ai écrit ça en fait il y a un certain temps, les boissons sans alcool. Ça se développe également, mais aujourd'hui, avec le Covid, on se rend compte que les boissons et notamment les bières régionales alcoolisées se vendent fortement. Je pense que c'est passager. Une fois que tout sera de nouveau à la normale, on retrouvera nos habitudes qu'on connaît tous les jours. Et donc, les boissons sans alcool auront de nouveau un succès. Tu es en train de dire que les gens cherchent du réconfort dans l'alcool? Non, c'est parce que c'est gentil. Non, en fait, ce qu'on se réalise, mais je le dis avec réserve, c'est que les gens peuvent moins sortir, donc ils restent chez eux. Je pense qu'en France, vous connaissez ça également, les apéros via vidéoconférence. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on peut peut-être le dire, le lendemain, il y a des gens qui ont moins d'obligations, ne doivent pas directement partir. Donc, s'ils boivent une bière un peu trop forte, bon, ben, il n'y a personne qui le verra. C'est pour ça que je vous dis, c'est passager. Alors, passons au bio sur les Pays-Bas, si tu veux bien. Oui. D'abord, pour les trois pays, on retrouve donc les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Pour trois choses, on trouve ça se développe. Ça, c'est clair. Les canaux qu'on préfère ou acheter du bio, c'est aujourd'hui, dans les trois pays, c'est les supermarchés. C'est là les supermarchés traditionnels, c'est là où le consommateur, en général, achète du bio. Ensuite, ça, c'est propre aux Pays-Bas. Les food services, on n'en trouve pas beaucoup. Pourquoi? C'est difficilement. Un, c'est vrai qu'il y a une faible offre, mais deux, peut-être un manque de connaissances. Je pense également que pour chaque pays, le bio se développe aussi au niveau géographique. Dans les plats pays, loin de tout, c'est moins développé. Et plus dans les grandes villes, là, on retrouve beaucoup plus de bio que dans les extrêmes des pays. Et je parlerai tout à l'heure pour la Belgique, évidemment, pour clarifier cela. Les réseaux de magasins spécialisés en Hollande, il y a des grands noms, Ecoplaza, Natuurwinkel, Oting. Et qu'est-ce que les gens mangent en bio? C'est le pain, les céréales, les œufs, le thé aromatique, le cacao, les soupes également. Donc, c'est le poisson. Donc, il y a de l'avenir.
Pour la Belgique, encore la même chose, c'est toujours dans les circuits de la grande distribution, mais il y a une différence. Et une différence, c'est que dans la Wallonie, dans le sud de la Belgique et Bruxelles, c'est beaucoup plus développé la demande en bio que dans le nord, c'est-à-dire la Flandre, aujourd'hui. Mais la Flandre, tout doucement, va rattraper son retard. En Wallonie, il y a beaucoup de magasins qui sont plutôt des magasins spécialisés en bio et on voit que le consommateur achète dans les supermarchés d'une part et achète après dans des magasins spécialisés. Colruyt, dans son groupe, il y a Bioplanète, c'est vraiment spécialisé dans les produits bio. Originaux, Biocap, ce sont quelques noms de magasins spécialisés connus. Au Luxembourg, toujours un peu le même principe, c'est en GMS, ça reste le leader des produits bio. Et bon, il y a quand même quelques magasins spécialisés ou chaînes de magasins spécialisés en bio pour avoir une idée de l'ensemble. En ce qui concerne les fruits et légumes, Oui. la filière bio, fruits et légumes, tu ne les cites pas forcément dans les produits qui sont les produits bio consommés. Où ça en est pour cette filière-là, en ce qui concerne… Aujourd'hui, dans les tendances des fruits et légumes traditionnels, les légumes frais, en fait, c'est plutôt les légumes frais, la consommation est en hausse pour les trois pays, et les fruits frais traditionnels, ça stagne, ça ne bouge pas grand-chose aujourd'hui. C'est dans les derniers chiffres qui remontent. Alors, on va peut-être parler maintenant de chaque pays. On commencera donc par la Belgique. Oui. Oui, tout à fait, la Belgique. Donc, la Belgique, voilà. En fait, c'est un pays qui est riche en diversité linguistique et culturelle. Je m'explique. La Belgique fédérale, elle connaît trois régions. Elle connaît une région, la Wallonne, c'est-à-dire c'est le sud de la Belgique. Elle connaît la région flamande, le nord. Et elle connaît la région Bruxelles-Capitale, donc c'est le centre. En plus de ça, elle connaît quatre régions linguistiques. Pour un peu plus compliquer les choses, région où on parle le français, donc c'est dans le sud, c'est la partie wallonne. La région où on parle le flamand, c'est dans le nord. Et Bruxelles-Capitale est bilingue, avec 19 communes de facilité où on peut parler en français et en néerlandais. Et comme peut-être beaucoup de gens ne le savent pas encore, à l'est, on a une toute petite partie qui est la partie allemande. Ce qui fait qu'en Belgique, en fait, il y a trois langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand. Pour les puristes, le flamand ressemble au néerlandais, la langue, mais la Flandre, ce n'est pas une copie des Pays-Bas, c'est tout à fait une autre culture. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Encore une fois, ce webinaire, c'est votre moment, c'est un temps d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Même si je vous avais demandé quelles étaient vos motivations lorsque vous vous êtes inscrit, quelles étaient vos problématiques, vos questions, tout ça, ça a été transmis à Hendrik, bien sûr, et en fonction de tout cela, le contenu de cette présentation a été fait, mais vous aurez certainement des questions qui vont vous venir là en cours de webinaire, donc n'hésitez pas à intervenir encore une fois. Alors, quelques mots sur les indicateurs géographiques et économiques. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut réaliser, bon, il y a 11 millions d'habitants en Belgique. La capitale, comme vous savez, c'est Bruxelles. Les grandes villes, c'est bien sûr Bruxelles, Anvers au nord, qui est avec son port. Il y a Gand, Liège et Arlon, c'est dans l'est et le sud du pays. Comme vous savez, les frontières, et bien sûr, de la Belgique sont la Hollande, le Luxembourg, la France, l'Allemagne. C'est un pays qui a un fort pouvoir d'achat, mais avec certaines différences. C'est vrai que dans Bruxelles-Capitale, avec la présence notamment de la communauté européenne, de l'OTAN, et donc de toutes les activités connexes, le pouvoir d'achat est très élevé à Bruxelles. Je passe au slide suivant.
Oui, un peu le panorama agroalimentaire. Oui. Donc, quels sont les grands groupes? C'est vrai que ça va se croiser. On a commencé au début en parlant du Benelux, justement, parce que en parlant ici de la GMS, par exemple, c'est un exemple qui s'est produit maintenant les dernières années. Un des grands groupes de Delhaize, qui est un monument en Belgique et que tous les Belges connaissent pour la grande distribution, il a fusionné avec le groupe Albert Heijn, donc Ahold, aux Pays-Bas. Ça s'est réalisé, je pense, en 2006-2007, ce qui fait un nouveau géant sur le marché du Benelux. Donc, Delhaize, c'est grand, c'est compliqué. Ils ont des supermarchés, ils ont des supérettes, ils ont des magasins auprès des stations de service, hein, ce qu'on appelle Shop & Go. Mais avec la présence du groupe Albert Heijn, leur développement en Belgique va être plus fort et également au niveau, il ne faut pas sous-estimer, on en parlera tout à l'heure peut-être, de la vente sur Internet, de la vente en ligne. Je peux en parler peut-être tout de suite. Oui. Quelle est la grande différence en fait entre le consommateur belge et le consommateur hollandais? C'est que le consommateur belge est moins enclin de prendre des risques en le comparant avec le consommateur hollandais, ou en tout cas l'hollandais. Il aime plus les risques. Ce qui fait que pour le Belge, il adopte déjà un certain retard au niveau du commerce électronique par rapport aux Hollandais. Il est donc, le prix l'intéresse moins qu'un Hollandais, par exemple. Et en plus, il fait plus confiance, il est plus à son fournisseur local de qualité qui lui apporte les services nécessaires. Donc, ça veut dire qu'il est moins enclin de changer. Le consommateur hollandais, il va très facilement d'un magasin à un autre, il est moins fidèle. Il est très intéressé par le prix. Ça explique déjà une différence. Au sein du groupe Ahold Delhaize, il y a bien sûr, Delhaize a également sa marque propre, la marque de distributeur, qui propose des produits de base plus ou moins entre 30 et 40% moins chers. Et donc, ça s'appelle par exemple le Delhaize 365 en belge, 365, donc 300, comment vous dites ça en français 65 également, je pense. Hein? Oui. Oui, ce sont des produits discount. Alors, il y a Delhaize Bio avec rien que des produits bio. Et il y a Delhaize Taste of Inspiration, avec des produits de supérieurs. Donc, ça, c'est également ce groupe. Pour le reste, vous savez les chiffres, je ne vais pas vous les donner. C'est une très grande présence. Ils ont des centres de distribution. Et voilà, donc c'est un groupe très intéressant pour si vous voulez commercialiser vos produits en Belgique. C'est très important de pouvoir livrer Delhaize. Ensuite, Carrefour Belgique, vous connaissez Carrefour France. Carrefour Belgique est très important en Belgique. Ils ont des hypermarchés, des supermarchés et des Carrefour Express. Ce qui est important de savoir ici, c'est quand même qu'en Belgique, il y a 650 000 clients par jour qui visitent un Carrefour. Ça montre l'importance de ce groupe et qui visitent et qui font des courses. Ce sont 7 centres logistiques, aussi bien, donc ils couvrent toute la Belgique, c'est important. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, ils avaient commencé dans les centres de ville de Bruxelles, des Carrefour Express, qui proposent également un petit restaurant, un snacking. Mais malheureusement, avec cette période de Covid, ça n'a pas continué son développement. On attendra par après. D'autres groupes qui sont également présents en Belgique, oui. On a une question de Joanne. Pourriez-vous donner la PDM entre Carrefour Delhaize en Belgique, idem avec Jumbo aux Pays-Bas et alors AH, j'ai plus le nom, Albert Heijn. Merci Joanne, je n'avais plus le nom, en tête. Les parts de marché. Les parts de marché entre Carrefour Delhaize en Belgique et idem avec Albert Heijn et Jumbo aux Pays-Bas.
Est-ce que tu Les as parts des de marché, indications? les parts de marché, je ne connais pas, mais aux Pays-Bas, Albert Heijn, c'est numéro 1, Jumbo, c'est numéro 2. Et en Belgique, le numéro 1 et le numéro 2, c'est toujours entre Delhaize et Carrefour, pour une idée. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Je vais donner la parole à Laurent. Laurent, normalement, votre micro est activé. Laurent, vous pouvez prendre la parole. Laurent, votre micro est activé. Vous avez levé la main. Bon, en attendant que Laurent prenne la parole. Enfin, chez moi, le micro est activé, Laurent. Donc, je ne sais pas s'il y a une manip à faire de votre côté, mais… Et sinon, Joanne, Joanne, je vais peut-être ouvrir votre micro parce que je ne comprends pas le commentaire que vous faites. Vous avez la parole, Joanne. Oui, bonjour. Bonjour. Mon commentaire est assez simple en fait, puisque me dire que Albert Heijn est numéro 1, Jumbo numéro 2, ça je suis déjà au courant parce que je travaille avec eux. Ce que je voulais savoir, c'était les parts de marché, puisque c'est important pour savoir un petit peu comment se placer actuellement sur ces marchés-là, et notamment en termes d'évolution. Vous parliez du e-commerce tout à l'heure, pour savoir un petit peu comment se placer ces acteurs en termes de e-commerce, s'ils étaient plus en avance l'un que sur l'autre, etc. Est-ce que Carrefour est devant Delhaize, par exemple, en Belgique, sur ce sujet ou pas? Voilà, c'est ça qui m'importe, en fait. Voilà. Pour répondre au niveau des parts de marché, je ne connais pas les chiffres en toute honnêteté, donc je ne vais pas vous répondre. Pour répondre On va les donner peut-être plus tard, Hendrik. Oui, On va bien sûr, répondre bien sûr. à Joanne et Oui. puis partager l'info plus tard. Je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne m'aventure pas, mais je peux les trouver sans aucun problème. D'accord. Au niveau du commerce électronique, justement, vous avez déjà en avance ce que je voulais parler tout à l'heure. Avec la fusion, en fait, Albert Heijn, avant de fusionner avec Delhaize, a acheté un très grand groupe actif dans la vente sur Internet, et ce qui lui a donné l'expertise de pouvoir se développer en Internet fortement aux Pays-Bas, mais également d'utiliser cette expertise lors de la fusion avec Delhaize qui était moins développée, et ce qui va permettre à Delhaize de se développer fortement au niveau de l'e-commerce. Maintenant, honnêtement dire, est-ce que Carrefour est mieux que… Pardon, juste une question. Vous pouvez compléter, qui est le groupe qui a été racheté pour le e-commerce, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Je vous le donne tout de suite. Le nom du groupe? Parce que je l'ai perdu ça de mémoire. Tu sais aller au slide Pays-Bas de 2 minutes, Karen? Encore un plus bas? Non, top. Voilà, au-dessus, pardon. Bol.com, voilà, j'avais oublié. Bol.com. BOL.com, qui est à l'origine indépendant. Ça a été acheté par le groupe Ahold il y a à peu près 8 ans. Ok. Et c'est eux qui ont utilisé cette expertise. Bol.com vendait également des produits non alimentaires. Parfait, merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Oui, j'avais perdu de mémoire, c'est pour ça que j'ai dû chercher. Bon, ben, je reviendrai si vous souhaitez là savoir les parts de marché de Albert Heijn, de Jumbo et de Delhaize et de Carrefour. Je reviendrai par après, je transmettrai ça. On transmettra l'information, oui, parce que je pense que ça va intéresser plusieurs personnes. Je ne sais pas si Laurent a la parole désormais, si Laurent veut intervenir. Laurent Lelay. Allô, allô. Alors, je recoupe le micro pour éviter les perturbations sonores. Si vous voulez reprendre la parole, Laurent, je
je vous invite à envoyer un petit mot via le chat. Pardon. On passe à Colruyt peut-être Tout à fait, Hendrik. Colruyt qui est un des premiers, parce qu'avec le cash and carry en Belgique, il s'est fortement développé. Et également, donc, pour votre information, ils ont des magasins qui sont spécialisés en bio, qui s'appellent Bioplanète. Et également, pour le secteur Horeca, ils ont une chaîne de magasins qui s'appelle Solucius, et qui est spécialisée simplement pour le food service, qui est intéressant de savoir parce que c'est un potentiel intéressant pour des produits, pour des nouveaux produits. Personnellement, j'ai déjà introduit pas mal de sociétés françaises chez eux. C'est intéressant. Ils sont très actifs dans la restauration d'entreprises et les écoles et les hôpitaux. Ensuite, il y a le groupe Louis Delhaize. C'est intéressant parce que le groupe Louis Delhaize, il comprend en fait les Cora, les Match et les Smatch. Les Cora, ce sont des hypermarchés qui sont présents dans des dans des centres commerciaux. Il y en a 7. C'est vraiment des très grands supermarchés. Match, la marque Match, c'est les supermarchés. Et la marque Smatch, c'est également des supermarchés, mais qui sont focalisés sur des marques moins chères. Donc, ils touchent un peu l'ensemble des consommateurs belges de cette manière-là. Et ils sont, on en parlera après, ils sont également présents au Luxembourg. Et puis ensuite, il y a... Oui. Intermarché. Ah oui, Intermarché, pardon. Groupe Intermarché, oui. Groupe Intermarché, vous les connaissez. Le groupe Mousquetaire est très présent en France, c'est un groupe français d'ailleurs. La particularité en Belgique, c'est qu'ils travaillent, la plupart sont des magasins, sont des franchisés. Donc, ce sont des indépendants qui travaillent sous la tutelle, sous la marque Intermarché. Ils ont 2 types d'enseignes. Les grands, les Intermarchés super, ce sont des grandes surfaces de plus de 900 mètres carrés. Et ils ont les Intermarchés contact, ce sont des Intermarchés qui sont plutôt situés dans des villes. Ce sont des supermarchés de proximité. Et ils ont une base de logiciels qui se trouve entre Namur et Luxembourg, à Villers-le-Bouillet. Ça match, tu viens d'en parler tout à l'heure. J'avais parlé du groupe, j'en avais parlé du groupe Louis Delhaize, donc avec Cora, Match et Smatch. Et leur centrale d'achat, c'est Provera. D'accord. Et ensuite, oui, et les autres, je ne les ai pas détaillés, mais vous les connaissez, Aldi, Lidl, Alvo. Bon, ça, c'est toutes des enseignes, sont des enseignes un peu moins présentes, mais en Belgique, mais qui sont quand même là, qui sont là. Est-ce que tu peux donner quelques conseils pour travailler avec toutes ces enseignes-là? Quelles sont les démarches à suivre, les points d'entrée, avec qui il faut travailler, comment on s'y prend? Évidemment, on ne peut pas vendre en direct. Oui. À la fin, je voulais présenter quelles sont les idées pour approcher des acheteurs, mais c'était au niveau du Benelux. Je veux bien le faire maintenant parce qu'il n'y a pas de grande différence, si vous voulez, d'approcher un acheteur en Hollande que d'approcher un acheteur en Belgique, si ce n'est que c'est un peu les modalités de travail, c'est la différence. Donc, je peux le faire maintenant ou je peux le faire après. Écoute, je te propose de le faire maintenant au cas où il y aura des gens qui devraient, ce que je n'espère pas, quitter le webinaire avant la fin. Mais profitons du moment puisqu'on parle des grandes enseignes. Là, je pense que tu peux aborder. Voilà, justement, en fait, c'est ça la question. Comment vendre et comment approcher les grandes enseignes, aussi bien en Belgique parlons concrètement au niveau du Benelux. Une chose qu'il faut savoir, et c'est vrai que ce n'est peut-être pas facile, il faut essayer de présenter un produit innovant. Il faut essayer de présenter quelque chose que les autres n'ont pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est importante, c'est de prouver le potentiel commercial de son produit. C'est-à-dire, ayant des références dans son propre pays, ayant peut-être gagné un prix dans son pays, ou n'ayant ni de référence, ni gagné de prix, mais en prouvant par des études le potentiel de son produit. Le troisième point, c'est qu'il faut toujours rester focus, c'est-à-dire il faut se concentrer sur un produit et pas en proposer 36.
D'expérience, je sais que les acheteurs les grandes enseignes préfèrent de travailler avec des PME dans des pays niches, des PME qui travaillent avec des produits niches, que des enseignes ou des PME qui sont multicartes, qui proposent un peu de taux. Il faut rester professionnel, donc il faut savoir que on n'a qu'une chance en fait. Donc il faut bien présenter une bonne présentation au niveau du marketing, des échantillons. Il faut que tout soit top tête. Il faut que tout soit préparé au moment de la première rencontre avec l'acheteur. Et également, ce qui est important, il faut se rendre compte qu'un acheteur, il est sollicité énormément. Donc, il a peut-être 1000 marques à gérer. Donc, pour lui, c'est une marque parmi tant d'autres. Donc, il faut être très bien préparé et peut-être que l'acheteur connaîtra mieux le potentiel du marché pour votre produit que vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien l'écouter et être en interaction avec lui. Il y a beaucoup de choses intéressantes parce qu'il connaît bien le marché, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et troisième, peut-être la fin, il faut être patient. Ça prend beaucoup de temps, malheureusement. Même si vous avez un accord, même si vous êtes référencé, ça va prendre beaucoup de temps avant que le produit se retrouvera en rayon et sera vendu aux consommateurs. Voilà. En Belgique, au niveau du food service, il y avait au départ, il y avait ISPC. ISPC qui avait des magasins en Belgique et des magasins en Hollande et qui a été racheté maintenant par le groupe Sligro. Le groupe Sligro, c'est un des grands intervenants aux Pays-Bas dans le secteur HoReCa. Et les ISPC Belgique ont été rachetés par Sligro et les ISPC Hollande ont été rachetés par le groupe Anos, que j'en parlerai tout à l'heure pour vous donner une idée. Sligro, il est actif dans le secteur HoReCa. C'est un secteur moyen de gamme, si vous voulez. Il ne fait pas vraiment le haut de gamme. Et il a racheté également le groupe Java Food Service, qui, eux, sont spécialisés dans tout ce qui est restauration d'entreprise, les chaînes d'hôtels, ce qui permet à eux de couvrir, en fait, aussi bien l'HoReCa que les restaurations d'entreprise, les chaînes d'hôtels, etc. C'est un groupe très intéressant. Bifoot, également un grand intervenant sur le marché belge, intéressant également à contacter, le cas échéant. Comment on les contacte, ces acheteurs Il faut forcément un intermédiaire, je présume. Tout dépend. Si vous êtes en mesure de livrer en direct, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Par contre, s'il faut livrer des petites quantités, à ce moment-là, il faudra faire appel à un distributeur local qui sera bien introduit auprès de Sligro. Mais si vous avez des choses que vous pouvez vendre en grande quantité, il faut prendre contact directement avec l'acheteur concerné chez Sligro. On a une question de Lucie. Petite question sur la consommation au Benelux. Assistez-vous, comme dans d'autres pays européens, à une hausse de consommation dans le made in local? L'accueil de nombreux produits étrangers est-il plus difficile depuis le Covid? Le même sentiment se retrouve que vous connaissez en France. On le retrouve également au niveau du Benelux, peut-être un peu moins en Hollande, parce que la Hollande, c'est un pays on en parlera tout à l'heure, qui est un pays très commercial, qui est exposé à l'extérieur, au niveau mondial. Mais on retrouve, comme vous dites, retour à des produits locaux. On le retrouve également, oui, on le retrouve, je suis entièrement avec vous, produits locaux, produits du terroir. Tout à fait, on retrouve cette tendance aujourd'hui. Est-ce qu'elle va durer après cette pandémie? Je ne pense pas. J'espère qu'on a répondu à la question, Lucie. On passe au slide suivant sur les centrales d'achat. Oui, ce sont différentes centrales d'achat qu'on peut contacter. Interfrost, c'est tous les produits surgelés. Resto Frites, c'est tous les produits aux bases de pommes de terre, entre autres.
Top Food, c'est Général, Distrifood, ce sont en fait des centrales d'achat qui travaillent avec des groupes de magasins indépendants. Et donc, ça permet également de les approcher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, ce slide-là, on reparle des opportunités. Bon, tu as dit… Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, beaucoup de choses, mais il y a peut-être des points à approfondir sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant de savoir justement sur le multilinguisme en Belgique avec ces 3 langues. C'est un marché tremplin. Il est vrai que si vous faites un packaging déjà en 2 langues ou en 3 langues, hein, donc le français, le néerlandais et le cas échéant ici l'allemand, ça vous donne des opportunités pour aller vers des marchés plus lointains, comme les Pays-Bas. À ce moment-là, le texte est déjà fait en néerlandais. Vous pouvez également aller en Allemagne, le texte allemand est également fait. Juste un petit point, pour approcher la Belgique, il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir un packaging trilingue. Français-néerlandais suffisant. Donc, c'est un marché qui vous donne quand même une idée. Si le produit marche déjà en Belgique, il y a pas beaucoup de chances qu'il marchera également en Hollande, en Allemagne ou en Angleterre. Donc, et en plus de ça, c'est pas loin de la France. C'est intéressant. Au niveau un peu de la manière de faire du commerce en Belgique, c'est vrai que d'une part, la langue, le belge, le français, le belge communique facilement, c'est le français, on se comprend. Seulement, il ne faut pas prendre la Belgique comme un quasi-département de la France. D'autre part, il ne faut surtout pas sous-estimer les conflits linguistiques, c'est-à-dire entre la partie francophone et la partie néerlandophone. Il ne faut pas prendre parti. Le belge, c'est un bon vivant, il aime bien parler, il aime bien échanger. Donc, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Il a aussi besoin plus de temps pour prendre une décision, comparé avec un acheteur hollandais. Il va prendre beaucoup plus rapidement une décision, ce sera oui ou non. Le belge, lui, il faut que ça descende, il faut qu'il réfléchisse. Et ça explique également qu'il préfère toujours trouver des solutions qui rassemblent un compromis. Donc, il faut être très pragmatique. Ce sont les grandes lignes. D'accord. On passe aux Pays-Bas? Oui, tout à fait. Pays-Bas, Pays-Bas, c'est un pays, c'est une des économies les plus avancées au monde. Et il forme la 18e économie mondiale. Il ne compte que 17 millions d'habitants, ce qui est pas mal. C'est une économie qui est fortement ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils exportent plus de la moitié de leur consommation, ils importent plus de la moitié, ils exportent plus de la moitié de leur production, ils importent plus de la moitié de leur consommation. Donc, c'est un pays qui dépend fortement de la conjoncture mondiale. La langue officielle, c'est le néerlandais. La capitale, c'est Amsterdam. Pour faire des affaires aux Pays-Bas, il faut parler l'anglais. Tous les Hollandais parlent anglais, donc ça facilite. C'est un des grands points. C'est un pays également avec un fort pouvoir d'achat, mais c'est un pays c'est un consommateur qui regarde toujours le prix. Néanmoins, ils sont quand même intéressés par des produits de qualité. Ils aiment également de savoir le produit doit être en respect avec l'environnement. Ce sont des choses également importantes. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, le végan, c'est quelque chose qui se développe là également fortement. Et les produits bio. Dans un premier temps, ce que je peux dire sur la Hollande. Voilà, 17 millions d'habitants. La capitale, c'est Amsterdam. Les pays limitrophes, c'est l'Allemagne et la Belgique. Il y a un taux de chômage qui est très bas. Voilà, c'est en grande partie. C'est un pays qui est intéressant. Il y a des choses à faire, il y a de l'argent. Et l'Hollandais, c'est un individu qui ose prendre des risques, qui ose essayer des nouvelles choses. Donc, il est ouvert également à de nouvelles choses.
Donc, comme tout à l'heure, on en a On déjà va parlé. parler des Oui, Albert Heijn, PMS. qui a fusionné avec Deleuze en Belgique. C'est un géant. J'ai parlé tout à l'heure également qu'ils ont racheté Bol.com, c'est-à-dire un site qui est spécialisé dans la vente sur Internet, ce qui leur donne également un atout. Ils sont toujours en concurrence avec les Jumbo. Il faut savoir qu'il y avait un groupe, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait les C1000, les C1000. C'était un groupe de supermarchés assez puissants qui ont été rachetés aussi bien par certains par Albert Heijn et d'autres par Jumbo. Ce qui est important également de savoir, c'est que Jumbo aujourd'hui est présent en Hollande, mais il a commencé son extension en Belgique. Il a déjà lancé 2 nouveaux magasins sous son nom en Flandre. C'est le début, ça va continuer. Donc, il reste en concurrence avec Albert Heijn, qui, lui, comme s'est fusionné avec Deleuze, a déjà un très grand nombre de magasins présents en Belgique. Donc, le marché va se disputer ou va se battre sur le Benelux. Donc, 3 magasins, je pense que j'avais dit 2, mais c'est 3. Jumbo, c'est 3 magasins qui ont déjà commencé leur expansion en Belgique. Voilà. Donc, c'est le début. Il y a d'autres chaînes qui sont des nouvelles chaînes en Hollande, qui sont Ecoplaza, qui est une chaîne qui est simplement, ce sont des supermarchés biologiques qui se focalisent là-dessus. Ils sont à 75. Il y a également Picnic, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Ce sont simplement un site Internet. Il n'y a pas de magasin physique et les gens achètent sur Internet et sont livrés à la maison. Ça a commencé tout petit. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui y travaillent. Il y a 3000 voitures ou camionnettes électriques qui se déplacent journalièrement. Ils ont également développé en Allemagne et ils ont l'ambition d'acquérir également le marché français à suivre. Produits bio et non bio? Bio et non bio, tout à fait. Ils ont également leur propre marque ou label bio développé. Et peut-être pour votre information, l'avenir ne se jouera pas pour Picnic simplement dans la vente de produits agroalimentaires, mais elle se fera également dans le développement de centres logistiques qui sont déjà en train d'en faire. Et je pense qu'ils en ont ouvert un deuxième maintenant à Utrecht. L'objectif, c'est de devenir une plateforme qui va également vendre d'autres produits ou servir d'intermédiaire pour d'autres grandes marques. Donc, ils ne vivront pas simplement comme un supermarché de la vente de produits alimentaires, mais feront également, avec leur know-how, leur connaissance au niveau de la robotisation, au niveau de la logistique, ils pourront faire également de la logistique pour d'autres produits, pour d'autres groupes. D'accord. Et alors, il y a d'autres chaînes, bien sûr, qui sont plus Aldi, Athènes, Lidl, tout ça, Coop, Supermarkt, sont également actifs en Hollande. Quelle est la tendance consommateur en ce qui concerne les enseignes hard discount? Est-ce que les consommateurs vont de plus en plus dans les hard discount ou restent dans les supermarchés classiques? Non, il reste, non, le hard discount devient moins hard, donc part du bas et monte en segment. Donc, les hard discount, comme en tout cas en Hollande et comme Aldi, vendent également des marques A, donc les top qualité. Donc, ils ne restent plus en bas, montent en grade de plus en plus. Et les Albert Heijn et Jumbo font beaucoup de promotions, d'actions. Donc, de cette manière-là, le consommateur reste fidèle d'un côté, mais peut voyager également vers le moins cher. Mais il n'y a plus tellement de hard discount parce que un Jumbo, un Albert Heijn propose également des produits discount, des produits bon marché. D'accord. Oui, le macro, Lidl. Ah, ça c'est le même slide que la Belgique. Je pense que là, il y a une erreur. Ah. Mais en tout cas.
Alors, le réseau food service. Oui, on en revient, j'en ai parlé pour la Belgique, le groupe Sligo et le groupe Anos. Ce sont les deux grands. La grande différence entre Sligo, c'est qu'ils vendent des produits au secteur HoReCa de qualité moyenne, et le Anos, c'est le haut de gamme. Et ils font également du non-food, et ils sont tous les deux présents en Belgique aussi bien qu'en Hollande. Donc, Anos, c'est le haut de gamme, Sligo, c'est le moyen de gamme. Est-ce que vous avez des questions? A priori, non. Alors, on poursuit avec les autres. Oui, encore un groupe actif de Quaker, hein, dans le food service. C'est intéressant parce que c'était un des premiers qui a commencé à vendre des produits biologiques. Et donc, il s'est également spécialisé là-dedans. Le groupe Macro, que vous connaissez également en France, hein, qui fait partie du groupe allemand Metro. Ils ont 17 implantations aux Pays-Bas. Donc, c'est également un partenaire intéressant. Et oui, ça c'est oui, centrale d'achat. Il y a différentes. Hein. J'en ai parlé ici, Maxam. Il y a aussi Super Uni. Il y en a d'autres. Une fois qu'on approche des acheteurs, on se rend compte soit on peut vendre en direct, ça dépend quoi, soit ils demandent de faire partie, de faire la vente via une centrale d'achat. À ce moment-là, on est réorienté vers cette centrale d'achat et on prend contact avec eux. Est-ce qu'il existe est-ce que les gens peuvent se procurer facilement les contacts dans ces centrales d'achat ou avec les acheteurs des grandes enseignes? Enfin, est-ce qu'il est facile de trouver les coordonnées? Est-ce que ça s'achète? Est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire absolument? Écoutez, ce que moi je fais, voilà, je vais répondre Karen à votre question. Ce que moi je fais, eh bien, moi je prends contact parce que je ne connais bien sûr pas tous les acheteurs. Je prends contact soit avec un acheteur que je connais puisqu'il peut m'aiguiller, soit je prends contact avec la centrale. J'expose le cas, je dis qui je suis, quel produit que je représente, et ils me transmettent les personnes concernées. Voilà, alors soit on obtient un numéro de téléphone, soit on obtient un email, et puis on prend contact avec eux. C'est comme ça que je travaille. D'accord. Alors, je vais donner la parole. À Eric qui a des questions. Ça va être plus simple. Bonjour. Nous vendons des ingrédients culinaires des ingrédients culinaires à des clients industriels. Donc, j'aurais voulu savoir quels étaient les annuaires d'entreprises intéressants à consulter et les salons spécialisés dans ce domaine. Industriel. Du B2B. Du B2B. À l'industrie, pas au food service. Oui, tout à fait. Oui. Si je connais, je connais ça pas par cœur. Est-ce qu'il y a des annuaires? Oui, vous pouvez peut-être regarder déjà sur Internet, sur Google. Est-ce que vous aurez des informations pertinentes ou pas? Un annuaire bien spécifique pour votre activité, sûrement il doit y avoir, mais ça, je dois faire des recherches. Je ne connais pas ça de mémoire. Vous pouvez comprendre. Merci. On pourra échanger. Oui. On pourra se recontacter, Eric, échanger avec Hendrik pour vous donner plus de contacts, justement, okay, en B2B pour que vous puissiez contacter des industriels éventuellement directement. Merci. Je vous en prie. Alors, Joanne, je vais réactiver votre micro. Normalement, c'est bon, Joanne. Joanne? Joanne, vous avez redemandé la parole. J'ai activé votre micro. C'est bon? Ouais, je suis d'accord. Et puis, injoignable, hein, les Luc et tout ça. Hein. Joanne, vous avez la parole. Votre micro est ouvert. Ouais, j'ai essayé de l'appeler aussi, mais il n'a pas répondu. Bon, on va couper le micro de Joanne. Je pense qu'il est dans une autre conversation. Autre chose. Il est occupé à autre chose. Alors, on va passer au slide suivant. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est plus pratique d'activer les micros pour que vous puissiez poser vos questions directement.
Alors, on passe à ce slide. Bon, là encore, tu as donné la majorité des informations, mais tu as peut-être des précisions à apporter sur la manière de travailler, Oui. sur les consommateurs et les pratiques commerciales du pays. Oui, tout à fait. Comme bon, en entreprise, hein, donc les rapports sont moins hiérarchiques ou moins formalisés comme en France ou comme en Belgique. Donc, c'est une structure beaucoup plus plane. On se tutoie généralement, les responsabilités sont partagées et on privilège toujours le travail en équipe. Le consommateur, j'en ai parlé tout à l'heure, est attentif au prix. Mais il y a d'autres choses qui l'intéressent quand même, parce qu'il y a quand même aussi également un consommateur qui ont des pouvoirs d'achat. Ce sont des produits de qualité, des produits en respect avec l'environnement et des marques, bien sûr. Et la vente, j'en ai parlé, la vente à distance par Internet connaît un très grand rebond. J'en conviens également, la pandémie a aidé à cela. Même si la Hollande n'a pas connu un confinement aussi sévère que vous en France, il faut se réaliser quand même qu'au mois d'avril, lors du premier confinement, les magasins non essentiels étaient ouverts, mais les consommateurs restaient à la maison. Donc, les magasins se fermaient par eux-mêmes sans avoir une obligation provenant des gouvernements ou de l'État. Ce qui a favorisé quand même la vente à distance, la vente sur Internet, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans le non-food. Parce que les gens ne voulaient pas aller dans les supermarchés de peur, donc ils achetaient sur Internet. Une partie des gens qui achètent, ce sont des gens qui n'avaient jamais acheté sur Internet. Donc c'était un groupe de consommateurs plus âgés. Est-ce que ça va rester ou une partie va continuer? Peut-être. Mais je pense que les contacts sociaux restent nécessaires à tout un chacun. Donc, ce n'est pas permanent. Mais la facilité a été fortement découverte par tout le monde. Donc, c'est tellement facile. Donc, on garde ça quand même, ce geste ou ces gestes en mémoire. Le consommateur, le Hollandais en général, les acheteurs sont des redoutables négociants et le prix est bien sûr très important dans toute négociation. Et les acheteurs, ce qui est important, c'est de respecter les délais et de respecter également ce qu'on a dit ou ce qu'on a promis. Ça, c'est important. Le délai de concrétisation d'échanges sur les Pays-Bas, il est très long. Est-ce que le Hollandais met du temps à se décider? Est-ce que tu peux donner une indication sur le temps de réalisation des démarches et de la prospection? Sur le temps, c'est difficile parce que ça va dépendre, si c'est un produit qui est connu ou c'est un produit innovant. Donc, si c'est très innovant, c'est plus rapidement qu'un produit déjà connu ou un produit qui remplace un autre. Mais pour répondre à ta question, la décision d'acheteurs hollandais est beaucoup plus rapide que la décision d'acheteurs belges. Je m'explique. L'acheteur hollandais dira très rapidement oui ou non, il est intéressé ou pas intéressé. L'acheteur belge dira oui, peut-être, ça m'intéresse, à voir, je vais me renseigner, etc., etc. Voilà. Donc, en Hollande, vous aurez une réponse beaucoup plus rapide, oui ou non. D'accord. On passe au Luxembourg, à moins qu'il y ait des questions encore sur les Pays-Bas, mais sinon, je vous propose d'avancer et puis d'attaquer la troisième fiche pays, donc sur le Luxembourg. Oui, Luxembourg, c'est un produit, un pays en pleine croissance. Elle connaît 3 langues, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Ce qui est intéressant, c'est une population très cosmopolite. En effet, il y a beaucoup de Portugais, de Français, d'Italiens, de Belges et d'Allemands. Les Portugais sont arrivés dans les années 60
parce qu'il y avait du travail au Luxembourg, il n'y avait pas de travail au Portugal, et ils sont restés. Et même à ce jour, ce qui est intéressant, il y a des Portugais luxembourgeois qui sont pensionnés, et on aurait pu croire qu'ils retournent au Portugal, parce que c'est vrai que les conditions climatiques sont plus agréables qu'au Luxembourg, mais ils sont tous restés, en tout cas une grande partie, sont restés au Luxembourg. D'une part, bien sûr, parce que la vie est plus agréable. Les Luxembourgeois connaissent un pouvoir d'achat très élevé, un des plus élevés au niveau européen. Ce qui est important de savoir pour vous, les Français, c'est que la population des Français est de plus en plus nombreuse au Luxembourg. C'est la deuxième population après les Portugais. Et en plus de ça, il y a beaucoup de travailleurs frontaliers, puis la situation géographique du Luxembourg. Vous avez une frontière, c'est la Belgique, l'Allemagne et la France. Ça veut dire que les habitudes des Français, on va également les retrouver dans les supermarchés du Luxembourg. C'est au Luxembourg, je pense qu'on connaît à peu près 600 000 habitants. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien situé. Et en plus, c'est une population avec un pouvoir d'achat assez haut, ou un des plus forts, ou un des plus hauts, au niveau européen. Les chiffres clés. Les chiffres clés, bien sûr, la capitale, c'est le Luxembourg. Les pays limitrophes, j'en parlais tout à l'heure, la Belgique, la France et l'Allemagne. On connaît une croissance tout à fait raisonnable. C'est vrai que les croissances, aujourd'hui, j'ai marqué, c'est en 2019. Ce ne sera plus la même chose en 2020, en raison de la pandémie que nous connaissons tous. Un des grands groupes nationaux très intéressants, c'est le groupe Cactus, au niveau des supermarchés et des hypermarchés. Il y a également j'en ai pas parlé, je vois que ce n'est pas marqué ici, mais il y a également des Cactus Bio. Le groupe Louis Delhaize, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est également présent en Belgique, avec les magasins Corin, les magasins Match et les magasins Smatch. Le groupe Auchan, que vous connaissez, est également présent. Les discounts, Aldi, Lidl sont également présents, donc c'est assez intéressant. Petit marché, peut-être, marché avec un fameux pouvoir d'achat, donc des gens qui aiment bien vivre. Très proche de la France, avec une grande population française au sein de la population luxembourgeoise. Est-ce que la notion de terroir, de produits régionaux, a un impact sur le Benelux, quel que soit le pays? Oui, tout à fait. Est-ce que l'étiquette produit en Bretagne, le label produit en Bretagne ou l'aspect vraiment régional a un impact sur le consommateur ou est-ce que c'est assimilé purement et simplement à un produit français? Est-ce qu'ils ont la notion des régions? Est-ce qu'ils ont, oui, ils l'auront plus en revenant de vacances. C'est vrai, le Belge connaît la Bretagne. L'Hollandais connaît très bien la France parce que c'est là qu'il part en vacances. C'est une des premières destinations des Hollandais. Mais c'est passager. Mais le label français, produit de qualité, c'est quelque chose qui est connu, tout à fait. Quand on parle de produits du terroir, on parle de produits de Bretagne, c'est plus spécifique. Donc, à ce moment-là, ce sera à développer. Oui. Réseau food service. Oui, food service, un des plus grands, c'est la Provençale. Il est là depuis nombreuses années et il couvre très bien le marché luxembourgeois. En food et en non-food également. Donc, si vous rentrez au bien de la Provençale, si vous pouvez rentrer là-bas, vous couvrez une grande partie du marché et ils sont également actifs également en France, dans le nord de la France, à titre d'information. Donc, quels sont les produits qualitatifs, labellisés, des produits sains, écologiques, équitables. Les Luxembourgeois sont des diplomates, ils sont des gens réservés, très professionnels. Tout doit être très planifié. Ce n'est pas un improviste. La ponctualité et la rigueur.
Ce sont oui, c'est des gens de confiance. Très bien. On arrive à la fin de cette présentation, de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur certains points que l'on a abordés durant la matinée? N'hésitez pas, hein. On a un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vraiment vous avez des choses très, très spécifiques par rapport à votre domaine d'activité, il est très facile avec Éric Voulant, votre chargé d'affaires BCI, et Hendrik d'organiser des conf calls ultérieurement. On peut organiser donc des rendez-vous en visio très très facilement en fonction des disponibilités de chacun. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers Éric directement, soit vers moi pour que l'on organise ces rendez-vous. Je vous ai mis ici les coordonnées d'Éric Voulant, les miennes au cas où. Vous avez les coordonnées également d'Hendrik. Donc, on est vraiment à votre disposition pour répondre plus amplement à vos questions et aller plus en profondeur dans certains points qui vous soucient et vos questions par rapport à vos courants d'affaires. Comme je le disais au début de ce webinaire, donc la présentation va être disponible sur BCI Info. Je vous enverrai par email demain, enfin voilà, j'espère avant la fin de semaine, le lien qui vous permettra de découvrir, de retrouver la présentation sur BCI Info ainsi que le podcast de ce webinaire. Si vous n'avez pas de questions complémentaires, eh bien écoutez, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Encore une fois, on est à votre écoute. N'hésitez pas à nous recontacter. Merci beaucoup, Hendrik, pour ton intervention de ce matin. Merci à vous. Merci pour ta disponibilité. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre participation et vos inscriptions nombreuses à ce nouveau rendez-vous de ce matin. Le prochain webinaire qui pourra vous intéresser est sur le marché russe, le 1er décembre prochain. Et le 3 décembre, je vous propose également un webinaire sur les ressources humaines à l'export. Quelles sont les solutions à temps partagé pour vous aider dans votre développement commercial grâce aux ressources humaines partagées donc à l'international. Vous retrouverez tous les prochains webinaires sur l'agenda disponible sur notre site web. Donc, je vous invite à le consulter. Puis, je vous remettrai les liens pour vous inscrire à ces prochains webinaires dans le mail que je vous enverrai donc demain avec le lien pour retrouver la présentation. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de prochains webinaires BCI. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.